Bonjour à tous. Alors je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur le TP numéro 11 et le shoot de basket, et notamment sur le point théorique que nous avons fait en classe avant les vacances pour que vous puissiez reprendre ça et bien comprendre. Donc je ne vais pas reprendre partie par partie, je vais faire le détail de tout ce qu'on a fait ensemble, mais sans reprendre question par question. Donc, on étudiait le ballon de basket dans le référentiel terrestre et au moment où il avait quitté la main du lanceur. Donc, le ballon était soumis à une seule force qui était le poids. Le ballon n'est soumis qu'à son poids que je note P. Encore une fois, il existe les frottements de l'air qui ont une petite influence sur le ballon de basket, mais on a dit qu'on les négligeait. Donc, c'est pour cela qu'on prend en compte que le poids. On se place donc dans le référentiel terrestre auquel on avait attaché, vous vous souvenez, un repère d'espace comme ceci, O, X, Y. Alors, comment on fait pour étudier ce type de mouvement? On prend toujours la même chose, c'est-à-dire on part toujours de la même chose, la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton qui s'appelle aussi le principe fondamental de la dynamique, que je note PFT. Que nous dit la deuxième loi de Newton dans le cas où la masse du système, qui est ici le ballon de basket, est constante? Elle nous le dit: la somme des forces égale à la masse fois l'accélération du système, donc ici le ballon. La somme des forces, comme il n'y en a qu'une, ça va nous donner le poids égale la masse fois l'accélération. Et qu'est-ce qu'on sait sur le poids? Le poids, on a appris que c'était aussi égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur, petit g, avec petit g, un vecteur qui est dirigé vers le bas suivant la verticale, avec une norme égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, si je prends cette équation-là, et cette équation-là, j'ai donc m fois g égale m fois a. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les masses? On peut les supprimer. Il reste donc g égale à a. Ça veut dire que l'accélération de mon ballon, c'est égal au vecteur g. Donc je peux trouver ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les coordonnées de mon accélération, ax, ay. Ax, c'est donc égal à gx, ay égal à gy, vu que les deux vecteurs sont égaux. Il reste donc à savoir ce que vaut gx et gy. On sait que g, on reprend, c'est le vecteur qui est ici, le vecteur dirigé vers le bas, avec une norme égale à 9,81 mètres par seconde au carré. S'il est dirigé vers le bas, ça veut dire qu'il est que suivant l'axe y. Donc suivant l'axe x, il n'y a rien. Donc gx vaut 0. Gy maintenant. L'axe y, il est dirigé vers le haut. On a pris un axe OY dirigé vers le haut. On sait que G, il est dirigé vers le bas. Donc forcément, on va avoir moins quelque chose. Et comme G, c'est un vecteur qui est dirigé suivant l'axe OY, dans le sens contraire, donc on va avoir moins 9,80, c'est-à-dire moins G. D'accord? Avec G, c'est la norme de G. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle G. On a donc trouvé les coordonnées de l'accélération. Une fois qu'on a trouvé les coordonnées de l'accélération, on va pouvoir trouver la vitesse.
on sait quoi? On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Le vecteur accélération, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que je peux écrire à partir de là? Je peux écrire que l'accélération avec deux coordonnées, ax, ay, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le vecteur vitesse, il a deux coordonnées, donc dvx par rapport au temps, dvy par rapport au temps. Donc, je peux donc dire que dvx sur dt égale à ax, qui me donne 0. dvy par rapport au temps, c'est ay, et c'est moins g. Ça va me permettre de trouver les coordonnées du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il a deux coordonnées, vx, vy. On a l'habitude de faire le chemin inverse. On part de la vitesse, on dérive pour avoir l'accélération. D'accord? On part de la vitesse, on dérive pour avoir l'accélération. Ici, on a l'accélération et on veut trouver la vitesse. Donc, il faut trouver des primitives. On cherche des primitives. Chercher des primitives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la vitesse, il faut trouver une fonction la plus générale possible qui, lorsque je vais la dériver, va me donner ce qu'on a là. Donc pour Vx, il faut que je trouve une fonction la plus générale possible qui, quand je vais la dériver, va me donner 0. Quelle fonction qui, quand je la dérive, donne 0? Eh bien, en mathématiques, on sait que c'est une constante. Je vais noter ça, c'est 0. On fait pareil avec Vy. Il faut que je trouve une fonction pour Vy qui, quand je vais la dériver, va me donner moins g. Et quand je la dérive par rapport au temps. D'accord? Donc ma variable ici, c'est bien le temps. Attention, en mathématiques, vous avez l'habitude de trouver des fonctions par rapport à x. Ici, on dérive tout par rapport au temps, donc ma variable, c'est le temps. Donc il faut que je trouve une fonction pour Vy qui, quand je vais la dériver par rapport au temps, va me donner moins g. Alors ça, c'est toujours le même principe. Ça va donc être quelque chose qui va ressembler à moins g. Et comme je vais dériver par rapport au temps, je rajoute un t. D'accord? Ici, j'ai moins gt. Si je dérive ça, j'ai bien moins g. Mais je peux aussi, pour être encore plus général, rajouter une constante. Parce que si je dérive ça, je dérive moins gt par rapport au temps. Ça me donne moins g. Plus je dérive la constante par rapport au temps. Une constante, quand on la dérive, ça donne 0. Donc il va bien me rester, si je dérive tout ça, moins g. Ce que j'avais bien ici. D'accord? Donc, j'ai trouvé deux fonctions qui, quand je les dérive, donnent ax et ay, ou dvx par rapport au temps, et dvy par rapport au temps. Avec C0 et C1 des constantes. Il faut bien penser à dire ce que c'est C0 et C1, parce qu'a priori, je ne sais pas ce que c'est C0 et C1. Ça peut être des constantes ou autre chose. Donc on rajoute bien ce que c'est C0 et C1. Maintenant, il va falloir que je trouve C0 et C1. Alors, ça c'est quelque chose qui sera vraiment toujours le cas. On détermine les constantes avec les conditions initiales. Je l'écris. On détermine les constantes avec les conditions initiales. Ça sera toujours le cas. Les constantes avec les conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire conditions initiales? Ça veut dire les conditions qu'on a sur la grandeur qui nous intéresse au temps initial t égale à 0.
Donc, condition initiale égale à t égale à 0. Donc on va regarder ce qui se passe à t égale à 0 pour la grandeur qui nous intéresse, c'est-à-dire ici la vitesse. Alors, à t égale à 0 secondes. Pour la vitesse, rappelez-vous, je refais le repère et on avait dit que le lanceur, il lançait le ballon avec un vecteur vitesse comme ceci, initial. Ça, c'était mon V0, suivant un angle alpha par rapport à l'horizontale. D'accord, donc là, j'avais un angle alpha entre l'axe OX et mon vecteur initial vitesse V0. Donc, voici la condition initiale sur la vitesse. C'est mon vecteur V0. Il faut donc que je trouve les coordonnées de ce vecteur-là. Comment on trouve les coordonnées d'un vecteur? On fait des projections orthogonales sur l'axe X, sur l'axe Y, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de V0 suivant l'axe X et les coordonnées de V0 suivant l'axe Y. Donc, je fais des projections orthogonales sur l'axe X, déjà. Projection orthogonale, c'est-à-dire avec un angle droit. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça, c'est V0, X. Là, on voit qu'on a un triangle rectangle. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser les fonctions trigonométriques. Je veux une relation entre alpha, V0x et V0. On sait qu'on a le côté adjacent, donc ce qui va être intéressant ici, et l'hypoténuse. Donc, la relation entre le côté adjacent et l'hypoténuse, ça va être le cosinus. Cosinus alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors ici, ça me donne quoi? Côté adjacent, ici, V0x. Hypoténuse, cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est la longueur de la flèche V0. Comme on appelle la longueur d'une flèche, la norme. La norme de V0, du vecteur V0, c'est V0 sans la flèche. Donc j'ai cosinus alpha qui vaut V0x sur V0. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la coordonnée V0x. Donc, V0x, c'est V0 fois cosinus alpha. Voici ma première coordonnée pour le vecteur initial vitesse V0. On va faire la même chose suivant l'axe Y maintenant. Je fais une projection orthogonale suivant l'axe Y. Projection orthogonale avec un angle droit. Ce qui m'intéresse, c'est ceci, qui est V0Y. Cette longueur-là, je la retrouve ici. Ici, j'ai aussi V0Y. Donc cette fois-ci, il faut que je trouve une relation entre V0Y, alpha et V0. V0Y par rapport à alpha, c'est le côté opposé. V0, c'est toujours l'hypoténuse. Donc, il faut que je trouve une relation trigonométrique avec un côté opposé et l'hypoténuse. Ça ressemble au sinus. Sinus alpha, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, sinus alpha, côté opposé, c'est V0Y. Hypoténuse, c'est la longueur de la flèche, donc V0. J'ai trouvé le sinus. Ce qui m'intéresse, c'est V0Y. Donc, V0Y égale V0 fois sinus alpha. Et voilà, en faisant les projections orthogonales, j'ai trouvé les coordonnées suivant x et suivant y du vecteur V0 qui est le vecteur vitesse à t égale à 0. Donc à t égale à 0, c'est-à-dire à l'instant initial, j'ai mon vecteur vitesse V0 qui est le vecteur vitesse à t égale à 0 secondes qui a deux coordonnées, V0x, V0y. V0x, ça vaut V0 cosinus alpha, V0y, V0 fois sinus alpha.
Ça, c'est ma condition initiale. Donc comme on l'a dit, ça va nous servir à déterminer les constantes de tout à l'heure, qu'on appelle les constantes d'intégration. Parce que moi, j'avais ma vitesse ici qui était vraie à tous les instants. Qu'on prenne t égale à 0, t égale à 10 secondes, à 20 secondes, à 2 minutes, etc. Donc on peut prendre, par exemple, dans cette vitesse-là, à t égale à 0. Et v à t égale à 0. Ça donne quoi? Si je reprends ce que j'ai encadré en rouge là, ça donne vx 0. La constante à t égale à 0. Bah, si c'est une constante, c'est-à-dire que c'est vrai à tous les instants. Donc ça vaut, c'est 0. Pour vy, à t égale à 0, ça vaut quoi? Et bien je remplace dans vy t par 0. Ça donne moins g fois 0 plus c1. Ce qui me donne c1. J'ai donc trouvé la vitesse à t égale à 0 de deux façons. Avec les primitives qu'on avait trouvées au début et avec les conditions initiales ici. Ce qui m'a donné deux systèmes d'équations. Celui-ci et celui-là. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont égaux. V0x, c'est V0x. V0y, c'est V0y. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux écrire au final? Je peux dire que ça, V0 fois cosinus alpha, c'est égal à ça. C'est 0. Et je peux dire que V0 fois sinus alpha, c'est ça. C'est-à-dire C1. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Je viens de dire que la constante C0, c'est V0 fois cosinus alpha. La constante C1, c'est V0 fois sinus alpha. On a bien trouvé les constantes avec les conditions initiales. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'on va pouvoir réinjecter la valeur des constantes dans ce qu'on avait trouvé auparavant. Ça, c'était vrai à tous les instants. On avait trouvé des constantes. On ne savait pas ce que ça valait. Maintenant, on sait ce que ça vaut. Donc, c'est-à-dire qu'on a précisé quelque chose de général. Donc, maintenant, à tous les instants, ça veut dire à t égale à 0, à t égale 2 minutes, hein, à n'importe quel temps. À t quelconque. La vitesse, ce qu'on avait trouvé ici, c'est C0 suivant x et suivant y, c'était moins gt plus c1. Ça c'est bien, mais sauf que C0, C1, on ne savait pas ce que ça valait. Maintenant, avec les conditions initiales, on sait ce que ça vaut. Donc on remplace. C0, on sait que ça vaut V0 fois cosinus alpha. C1, on sait ce que ça vaut. On sait que ça vaut moins gt du coup, plus V0 fois sinus alpha. Et là, on a bien trouvé la vitesse du ballon à n'importe quel temps. Et tout est connu. G on connaît, V0 on connaît, alpha on connaît. Donc on a trouvé la vitesse à partir de l'accélération, en trouvant des primitives, avec des constants, qu'on a déterminées avec les conditions initiales. Eh bien on va refaire exactement la même chose maintenant pour trouver la position. On sait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. J'appelle G le centre de gravité du ballon. Et O, c'est l'origine du repère. On sait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse qui a deux coordonnées Vx, Vy, c'est la dérivée de OG par rapport au temps qui lui aussi a deux coordonnées X et Y. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris que dx sur dt, c'est Vx, et dy
sur dt, c'est Vy. Vx, qu'est-ce qu'on sait? On vient de l'écrire là. C'est V0 fois cosinus alpha. Vy, qu'est-ce que c'est? On vient de l'écrire là. Moins gt plus V0 fois sinus alpha. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la dérivée de x par rapport au temps et la dérivée de y par rapport au temps. C'est plutôt la position au g, c'est-à-dire x et y. Qu'est-ce qu'on doit faire pour passer de la dérivée à la grandeur? Trouver des primitives. On cherche des primitives. Alors, comment on fait? On reprend le même principe que tout à l'heure. Pour trouver des primitives, il faut trouver des fonctions qui, lorsqu'on va les dériver, vont donner ce qu'on a ici à gauche. Alors pour x, il faut que je trouve une fonction qui, quand je vais la dériver par rapport au temps, la variable c'est le temps toujours, va me donner V0 fois cosinus alpha. Ça c'est constant. Donc il faut que je trouve un truc qui, quand je la dérive, donne V0 cosinus alpha. Comme tout à l'heure, on commence en réécrivant la même chose. Comme je dérive par rapport au temps, je rajoute le temps. Et on regarde si c'est bien. Si je dérive ça par rapport au temps, j'ai une constante fois le temps. Si je dérive par rapport au temps, ça me donne la constante, V0 fois cosinus alpha. C'est bien ce que je voulais là. Donc, ça ressemble à quelque chose de bien. Comme toujours, on rajoute des constantes qui peuvent être nulles, mais qui ne sont pas forcément nulles. J'avais C0, C1 tout à l'heure, maintenant je vais marquer C2. Ensuite, pour Y, on fait la même chose. Ici, j'avais moins gt. Alors, quand on a une fonction et qu'on veut trouver, quand on la dérive moins gt, ça va ressembler à moins g t carré. D'accord? Parce que quand je dérive, il y a une puissance en moins à chaque fois. Si je dérive ça, ça fait moins g fois 2t. Ah, ça va pas. Il n'y a pas le 2 ici. Donc pour enlever le 2, il faut que je divise par 2. D'accord? Si je dérive t carré sur 2, ça fait bien t. Donc ça va bien faire moins g fois t. Hop, ce qu'on avait là. Parfait. Puis j'ai l'autre partie aussi qu'il va falloir que je trouve des primitives. V0 fois sinus alpha, ça ressemble fortement à ce qu'on avait trouvé en haut. Donc je rajoute V0 fois sinus alpha fois t. Je dérive ça par rapport au temps, ça me donne bien V0 fois sinus alpha. Et puis comme toujours, on rajoute une constante. Je marque C2, C3. Des constantes que je vais déterminer encore une fois avec les conditions initiales. Mais là, je viens de trouver la position du ballon à tous les instants avec juste des constantes qu'il faut déterminer. D'accord? En faisant des primitives. Alors, je vais faire un aparté pour vous aider à trouver des primitives. Si j'ai une fonction de la sorte, donc j'ai en mathématiques une fonction f' de x, donc c'est la dérivée de la fonction f qui est e a plus b fois x plus c fois x carré, par exemple. Il va falloir que je trouve f de x. Donc, pour passer de f' de x à f de x, je trouve des primitives. Quelque chose de simple, c'est de toujours, quand on passe de la dérivée à la fonction, donc pour trouver des primitives, quand on a des fonctions polynomiales comme ça, c'est de rajouter une puissance au x. Là, c'est comme si j'avais a fois x puissance 0. Donc je vais mettre a fois x. Plus, ici j'ai x puissance 1, donc je vais mettre b x puissance 2. Plus c, ici j'ai x puissance 2, donc je vais mettre x puissance 3. Et puis à la fin, je rajoute toujours une constante, parce qu'on sait qu'il existe toujours des constantes quand on primitive ou quand on intègre. Donc je rajoute une constante.
avec C0, une constante. Et puis après, on regarde. On regarde si quand je dérive cette fonction f, j'obtiens bien f'. Si je dérive ax par rapport à x, j'ai bien a. Si je dérive bx au carré par rapport à x, j'obtiens pas exactement bx. J'obtiens 2 fois b fois x. Ça veut dire que j'ai un 2 en trop. Donc, il faut que je divise par 2 ici, pour avoir exactement bx. Ensuite, ici, c x puissance 3, si je dérive, ça me donne c fois 3x au carré. Ah, ça marche pas. Moi, je veux pas le 3. Donc, il faut que je divise, il faut que je divise par 3. Et si je dérive ça, ça va bien faire c sur 3 fois 3x au carré. Les 3 vont simplifier pour avoir juste cx au carré. Regarde, donc c'est toujours la même technique. Quand on a une fonction dérivée pour passer à la fonction initiale, on augmente la puissance de 1 et on divise par le bon chiffre qui va bien. D'accord ? J'espère que ça vous aura aidé pour la suite en physique. Donc on revient maintenant à notre cas à nous. On avait trouvé la position du ballon de basket à tous les instants, mais avec les constantes. Les constantes, il faut les trouver grâce aux conditions initiales. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les conditions initiales? Sur la position cette fois. Tout à l'heure, on avait utilisé les conditions initiales pour la vitesse. A t égale à 0 secondes. Qu'est-ce qu'on sait sur le ballon? Je reprends mes conditions initiales sur la vitesse. On savait que la vitesse était ce vecteur-là. Et on sait aussi que le ballon, il part au début de ce point-là. D'accord? Ça veut dire que notre position à t égale à 0 du ballon, c'est ce point-là. Ces coordonnées de ce point-là, ben c'est 0, 0. Donc à t égale à 0, le ballon est au point O, qui est l'origine du repère. Donc les conditions initiales, OG à t égale à 0 secondes, ça vaut quoi? X0, Y0. Bah, c'est les coordonnées du point O. X0, c'est 0, Y0, c'est 0. Voici les conditions initiales sur la position. Comme tout à l'heure, on a trouvé d'une première façon les coordonnées de la position du ballon de basket à t égale à 0, mais grâce à cela, on peut trouver les coordonnées du ballon de basket à t égale à 0 d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on peut écrire? OG à t égale à 0 secondes. D'après l'encadré rouge là, j'ai x0 qui vaut quoi? Eh bien, je remplace t par 0 dans x là. Je vais donc avoir v0 fois cosinus alpha fois 0 plus c2, c'est-à-dire c2. y0, pareil, je remplace le temps par 0 dans cette équation-là. Ça me donne moins g 0 carré sur 2 plus v0 fois sinus alpha fois 0 plus c3, ce qui me donne c3. J'ai trouvé OG à t égale à 0 de deux façons. Avec les conditions initiales, avec les primitifs qu'on avait trouvés. Donc, j'égalise les deux. x0, d'après ici, ça vaut c2. Avec les conditions initiales, on avait trouvé x0, ça valait 0. Donc, c2 égale à 0. y0, avec les primitives, on avait trouvé c3 à t égale à 0. Avec les conditions initiales, on avait trouvé 0. Donc, c3 égale à 0. On a bien réussi, grâce aux conditions initiales, à trouver les valeurs des constantes. Ici, les deux valent 0. Bon, c'est un cas particulier, on pourrait trouver des constantes qui ne sont pas nulles. Maintenant qu'on a trouvé les constantes, eh ben on peut trouver la position du ballon à tous les instants.
c'est-à-dire à t quelconque. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas forcément à t égale à 0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la position du ballon au cours du temps, donc à tous les instants. On a donc OG qui a deux coordonnées, x et y. On reprend ce qu'on avait trouvé là, mais on va remplacer les constantes par leurs valeurs. Donc x, ça vaut V0 fois cosinus alpha fois t plus C2, et y, ça valait moins gt carré sur 2 plus V0 fois sinus alpha fois t plus C3. Et maintenant, on remplace les constantes par leurs valeurs. Voilà, ici, c'est facile, les deux valent 0, donc on enlève les constantes. Il va donc rester pour x V0 fois cosinus alpha fois t plus 0. Et pour y, moins gt carré sur 2 plus V0 fois sinus alpha fois t plus C3 qui vaut donc 0. On a bien trouvé les positions, ou la position, avec les deux coordonnées du ballon au cours du temps, à tous les instants, parce qu'on a bien un t quelconque à chaque fois. Donc là, ça nous donne des informations très précieuses sur l'évolution de la position du ballon au cours du temps. X en fonction du temps, Y en fonction du temps. Très souvent, on demande de trouver la trajectoire. Que vaut la trajectoire? Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors la trajectoire, qu'est-ce que c'est? Trajectoire, c'est la fonction y égale f de x. Donc je dois trouver l'évolution de la coordonnée y en fonction de la coordonnée x. Ah, c'est proche de ça parce que ici j'ai y en fonction du temps. Moi je veux y en fonction de x. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui relie le temps à x pour remplacer le temps par x. Bah ça tombe bien. Ici j'ai x en fonction du temps. Donc grâce à cette première coordonnée, je vais trouver t en fonction de x. Qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a x égale v0 fois cosinus alpha fois t. Donc t, ça vaut x divisé par v0 fois cosinus alpha. Puis j'avais y qui valait moins g t carré sur 2 plus v0 fois sinus alpha fois t. Et bien comme j'ai maintenant t en fonction de x, je peux remplacer t ici et là par ce que je viens de trouver. D'accord? Je vais remplacer le temps ici et là. Et ça va bien me donner y en fonction plus de t mais de x. Et c'est bien ce que je veux pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc je remplace y égale moins g sur 2 fois t carré. T c'est ça, donc je mets x divisé par v0 fois cosinus alpha au carré plus v0 fois sinus alpha fois t. T je remplace x divisé par v0 fois cosinus alpha. Et là on se rend compte tout de suite qu'on n'a plus de t. Mais on a bien y en fonction de x. Donc j'ai bien l'équation de ma trajectoire, qui me reste plus qu'à simplifier parce que on voit qu'on a des choses qu'on peut simplifier là. J'ai un V0 en haut, un V0 en bas. Je simplifie ça. Ici j'ai sinus alpha divisé par cosinus alpha. Ça je sais que c'est tangente alpha. Donc je remplace. Y égale moins g sur 2, x carré sur V0 carré cosinus carré de alpha, plus tangente alpha, on a dit, sinus divisé par cosinus, fois x. Et là, j'ai trouvé y en fonction de x, qui est l'équation de ma trajectoire du ballon au cours du temps. J'ai donc bien une parabole. On voit qu'on a un polynôme du second degré, x carré, x. Donc si je trace y en fonction de x, ça va bien me donner une parabole, ce qu'on avait trouvé dans le TP au tout début quand on avait imprimé la feuille, après le pointage.
Donc voici comment, théoriquement, on peut retrouver tous les résultats expérimentaux qu'on avait déterminant le TP. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment on trouvait des primitives, comment déterminer les constantes avec les conditions initiales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.